Bonjour à tous, nous revoilà une fois de plus sur Hornor Africa dans votre émission On Talk pour parler un peu de tout ce qui se passe dans le secteur avec des experts du secteur ou bien des spécialistes du secteur. Aujourd'hui, on va accueillir une autre personne dans une autre facette, tout en lui laissant se présenter. Monsieur. Bonjour Monsieur Sow, c'est Biram Sow, je suis le responsable juridique de Petrosen Trading et Services. Pétrole et gaz au Sénégal, ça vous dit quoi? Quel est votre avis là-dessus? Bon, pétrole et gaz au Sénégal, moi je dirais que, contrairement aux gens qui pensent que le pétrole est une malédiction, moi je dirais que le pétrole est une bénédiction pour le Sénégal, parce que depuis les années 80 que le Petrosen a été créé, beaucoup de recherches ont été faites au Sénégal, mais c'est seulement en 2014 qu'on a découvert du pétrole et du gaz. Et aujourd'hui, nous sommes un pays gazier, je ne dirais pas un pays pétrolier, mais un pays gazier. Et avec ça, on peut faire beaucoup de choses avec l'électricité, des réductions des coûts, etc. etc. Donc, beaucoup de richesses vont être créées dans ce pays-là et ça va contribuer au développement économique du pays. Pour moi, c'est une excellente chose. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le Sénégal et pour l'Afrique de façon générale. Donc, on peut s'attendre à ce que l'électricité puisse diminuer, vu que vous parlez de... Mais effectivement, avec l'arrivée du gaz, donc vous savez que le gaz, ça coûte moins cher. Actuellement, Senelec, ils utilisent le fuel et le gasoil, qui sont des produits qui coûtent excessivement cher. Mais par contre, avec le gaz naturel, ça devient moins cher, parce que c'est pourquoi le Senelec est en train de transformer d'ailleurs ses centrales en dual, donc c'est-à-dire en gaz et en combustible. Donc ça veut dire que dans quelques années, peut-être normalement, la production de gaz va démarrer en 2023-2024. Donc normalement, si Senelec commence à produire, à utiliser du gaz, il y aura une baisse des coûts de l'électricité et ça va impacter l'économie, ça va impacter le panier des ménagers. Donc on peut s'attendre à ce qu'avec cette découverte de gaz-là, à ce que tout le Sénégal puisse avoir de l'électricité. Effectivement, non seulement il y aura l'électricité, mais également ce sera moins cher. Mais au-delà de ça, je pense que vous avez vu hier le président de la République lancer le MCA. Donc je pense qu'avec MCA, avec ce financement de 350 milliards, donc il est prévu que 12 millions de Sénégalais puissent quand même acquérir l'électricité, avoir l'électricité chez eux. Donc si aujourd'hui une population de 16 millions, on nous dit que 12 millions auront l'électricité dans 5 ans, parce que le projet c'est 5 ans, donc tout le Sénégal aura certainement de l'électricité et l'arrivée du gaz va considérablement réduire les prix pour les consommateurs et pour les industries. Et ça va créer de l'emploi davantage, ça va créer de la richesse. Parlez-nous un peu de votre parcours. Comment vous êtes-vous retrouvé dans ce secteur du oil and gas? Bon, en fait, vous savez, comme disait Kéba Mbaye, il disait que je marchais sur mon chemin et on a mis quelque chose devant mon chemin, je me suis courbé et j'ai ramassé. Donc je pense que c'est ce qui m'est arrivé également, parce que je suis arrivé dans le secteur par hasard. J'étais au ministère de l'Énergie et des Mines avec le ministre Ali Ngouille, qui m'avait pris comme attaché de cabinet. Donc à la veille de son départ, il m'avait déjà proposé d'aller au niveau du Comité national des hydrocarbures. Donc c'est comme ça que je suis allé au Comité national des hydrocarbures comme juriste, comme cadre juriste là-bas. Et j'ai quitté le Comité national en tant qu'expert juriste. Donc j'ai fait là-bas de septembre 2013 à avril 2020. Donc c'est en 2020 que j'ai rejoint Petrosen Trading et Services avec El Hadj Manar Sall. Donc c'est comme ça que je suis entré un peu dans le secteur, mais j'ai fait quand même mon parcours, en tout cas mon parcours scolaire, universitaire, je l'ai fait au Sénégal. J'ai fait l'université de Dakar, j'ai fait le lycée Blaise Diagne, ensuite l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où j'ai eu un master en management stratégique et juridique des entreprises, option jurisconseil d'entreprise et d'affaires. Mais également, j'ai fait un master en droit économique de la régulation. Donc voilà un petit parcours que j'ai fait. Et maintenant, je suis dans le secteur des hydrocarbures. Donc je suis un peu juriste spécialisé dans le domaine parce que j'aime bien cette activité. Donc c'est très riche et beaucoup de gens ne savaient pas. Moi, quand j'ai découvert ça, bien avant même qu'on découvre du pétrole en 2014, moi j'avais commencé à aimer parce que j'ai fait un mémoire déjà sur la régulation du secteur aval, des hydrocarbures, déjà en 2013. Donc ça a commencé à m'intéresser et j'ai fait beaucoup de formations à l'étranger dans le secteur aval, au Maroc, un peu partout, en Belgique, un peu partout. Donc j'ai commencé maintenant
a vraiment aimé cette activité du secteur aval des hydrocarbures. J'aime bien. D'accord, donc Ouais. ça c'est important parce que la plupart de la jeunesse, bon la jeunesse d'aujourd'hui on va dire, nous interpelle sur la question comment on doit faire pour entrer dans le secteur, mais on sait que c'est avec la passion donc on peut intégrer ce secteur parce qu'à la base vous n'êtes pas, vous avez fait du droit mais pas spécialisé oil and gas, donc c'est votre parcours qui a quand même défini en fait votre place aujourd'hui dans ce secteur. C'est exact, parce que moi j'ai fait le droit de façon générale, j'ai fait le droit privé. Mais l'avantage d'un juriste, il peut être partout. Le juriste, il a cet avantage. Le juriste, l'économiste, c'est des gens qui peuvent travailler n'importe où, dans n'importe quelle société, dans n'importe quelle activité. Donc moi j'étais venu en tant que juriste. Au début, je pensais plutôt que j'allais gérer des questions de contentieux, des questions trucs. Mais quand je suis entré dans le secteur, quand je suis entré au comité national, j'étais devenu un peu technicien. Parce que j'étais obligé de travailler dans le stockage, j'étais obligé de travailler dans le transport, dans la distribution, de travailler avec les acteurs, donc de travailler sur les licences. Donc il y avait plus d'activités techniques que juridiques. Donc finalement, nous sommes devenus des juristes techniciens. Donc, et au fur et à mesure que tu avances, tu commences à adorer l'activité. Tu commences à aimer l'activité. Donc c'est pourquoi j'ai dit aux jeunes aujourd'hui, n'importe quelle formation que tu fais, une formation généraliste, si tu arrives à entrer dans le secteur, c'est sûr et certain, avec un peu de patience, et tu acceptes d'apprendre. Parce que moi, quand je suis venu, j'avais un petit secret. Le secret, c'était quoi? J'ai participé aux réunions. Même si je ne prenais pas le compte rendu officiel, je prenais mon propre compte rendu. Et je prenais ce compte rendu-là, j'apprends. Qu'est-ce que je faisais? Toute personne qui prenait la parole, j'écrivais ce qu'elle disait. Que ça soit important, moins important, ou rien du tout. Je prenais, et ça me permettait de comprendre au fur et à mesure. Donc j'ai appris dans les réunions, j'ai appris dans les séminaires, et j'ai appris également dans les formations. Et j'ai eu la chance également, quand je suis venu, le patron m'a envoyé à une formation que j'ai faite à Dakar avec Jean-Pierre Favnek. C'est Jean-Pierre Favnek qui m'a enseigné pour la première fois ce qu'est le pétrole. Donc c'est lui qui m'a enseigné les marchés, qui a commencé à comprendre c'est quoi le pétrole, etc., etc. Parce que si aujourd'hui tu entres dans le secteur et que tu ne connais pas les notions du secteur, tu ne peux pas avancer. Donc la première chose à faire, quand tu es juriste ou bien économiste ou bien financier ou bien quelqu'un d'autre, quand tu viens, il faut connaître les notions du secteur. Parce que si tu ne connais pas les notions du secteur et que les gens parlent du secteur, finalement tu te perds, tu ne vas rien comprendre. Donc moi quand je suis venu, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai commencé à faire une formation et j'ai commencé à consulter le net. Parce qu'également, sur le net, vous avez tout. Et également, quand je suis venu au CNH, c'est des gens, ils avaient beaucoup de rapports qu'ils avaient faits de 2004, de 98, la création du CNH. Donc il y a beaucoup de rapports et beaucoup d'études. Et je prenais mon temps, j'ai regardé les études, j'ai regardé les rapports, j'ai regardé les comptes rendus et j'ai regardé même les lettres qu'ils écrivaient, les lettres-réponses, les lettres qu'ils initiaient. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre dans le secteur aval des hydrocarbures. Et alors, en 2017, j'avais constaté, par hasard, en fait, il y avait un directeur général, je ne vais pas prononcer son nom, d'une société actuellement pétrolière. Le gars, il m'appelait tout le temps pour me demander des textes, arrêtés, décrets, lois. Alors je dis, mais attends, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place un recueil juridique? C'est comme ça que c'est arrivé. Le premier ouvrage que j'ai écrit, c'était en 2017. C'était les textes, l'encadrement aval des hydrocarbures au Sénégal, textes législatifs et réglementaires. Donc j'ai mis la loi 98 et j'ai mis l'ensemble des décrets et l'ensemble des arrêtés. Et les gens du secteur, ils l'ont financé. C'est GPP. Quand ils ont financé ça, ils l'ont tiré en plusieurs exemplaires qu'ils ont distribués à leurs agents. Il est arrivé un jour que le directeur général me dit, mais Biram, toi, tu ne sais pas ce que tu as fait. Non seulement tu me permets d'avoir accès à ces textes-là, mais tu vas me permettre de réduire même mes frais de formation que je donne aux agents. Parce qu'aujourd'hui, les agents, ils ont l'ouvrage, ils vont apprendre, ils ont les textes, ils vont comprendre. Donc, ce sont ces choses-là qui te permettent de comprendre un peu ce secteur-là. Il ne faut pas être paresseux. Quand tu es paresseux, tu ne vas rien comprendre. Quand tu viens pour chercher juste l'argent pour avoir un salaire, tu ne vas rien comprendre. Avant de chercher le salaire, tu cherches d'abord le savoir. Parce que quand tu as le savoir, tu vas payer ça. Et les gens vont payer cher pour l'avoir. Donc, il faut que les gens apprennent. Et c'est comme ça qu'il faut apprendre. La pratique, la théorie universitaire, c'est trop loin de la pratique. Ça n'a rien à voir.
Donc il faut vraiment avoir le courage, avoir la volonté, surtout la volonté de vouloir savoir, de découvrir. Il faut être curieux, il faut demander aux gens, il ne faut pas être orgueilleux, il ne faut pas être, comme on dit en wolof, rëy quoi. Il faut t'approcher des gens qui savent. Tu poses des questions, qu'ils soient âgés, plus âgés que toi, qu'ils soient moins âgés que toi. Mais s'ils te devancent dans le secteur, mon cher, il faut lui poser les questions pour savoir. En tout cas, on a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on ne pourra pas tout dire, quoi. D'accord. En tout cas, c'est important d'aller à la quête de la connaissance. Je pense que c'est ce qui nous a réunis aujourd'hui. En tout cas, je suis d'avis pour ça. Alors, on va parler de votre livre sur le cadre juridique, oui, de votre fameux livre qui est tant convoité, malgré qu'au Sénégal, on a tendance à ne pas beaucoup lire maintenant. Donc, on va parler un peu de ce livre. Parlez-nous un peu de ce... Alors, ce livre, l'encadrement juridique de l'aval des hydrocarbures de la réforme de 1981 à nos jours, c'était initialement une thèse de doctorat. C'était une thèse de doctorat que j'ai voulu faire avec le professeur Abdoulaye Sakho, qui m'a encadré, que je remercie au passage d'ailleurs. Donc c'est le gars qui m'a fait aimer la régulation. Quand j'ai commencé à rédiger, un jour le prof il m'appelle et me dit: mais Biram, toi tu es un professionnel, qu'est-ce que tu vas faire avec une thèse, avec un doctorat? Tu n'es pas enseignant. Mais je pense qu'il faut faire autant de masters, autant de formations professionnelles que de faire une thèse. C'est comme ça que j'ai abandonné la thèse. J'ai dit, j'abandonne pas ce que j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à poursuivre, à faire des recherches. C'est comme ça que j'ai écrit cet ouvrage qui fait un peu l'historique du sous-secteur aval des hydrocarbures. Parce que j'avais constaté qu'au Sénégal, les gens ne parlaient que de deux activités: l'électricité, l'amont pétrolier. Alors, entre électricité et amont pétrolier, il y avait une activité importante que les gens devraient connaître et qui participe aujourd'hui à la richesse du Sénégal, qui contribue beaucoup à la richesse du Sénégal, c'était le secteur aval. Et le secteur aval a été libéralisé en 1998. Et beaucoup ne savent pas. Parce qu'il y a une loi, la loi 98-31 du 14 avril 1998 relative aux activités d'importation, de stockage, de transport et de distribution. Donc, en 1998, il y a eu une réforme globale dans le secteur de l'énergie de façon globale. C'était le code pétrolier 98-05, il y avait l'électricité, la loi 98-29, et le secteur aval 98-31. Donc, on a pris ces activités-là. Et malheureusement, au Sénégal, on parle que l'électricité, on parle que de l'amont. Mais il fallait quand même faire comprendre à la jeune génération, faire comprendre aux Sénégalais, aux chercheurs sénégalais, qu'il y a le secteur aval. C'est quoi le secteur aval? Le secteur aval, qu'il faut comprendre, c'est du raffinage jusqu'à la consommation finale. Aujourd'hui, on ne parle que de l'amont. On ne peut pas consommer du produit brut. Il faut le transformer. Et si on ne transforme pas ce produit-là, on ne peut pas l'utiliser. Alors, donc, aval est important. C'est le stock, c'est le raffinage, le stockage de produits bruts, les raffinés, le stockage de transport par camion-citerne, les stations-service que nous voyons tous les jours. Tous les jours, tu vois une station-service, tu vois maintenant des camions où il est mentionné le nom des sociétés qui transportent l'hydrocarbure et tu ne connais pas, tu ne sais pas pourquoi les couleurs, pourquoi, etc. Donc, dans chacune de ces activités, il y a un test, il y a en fait un encadrement juridique réel. On dit par exemple, je donne un exemple, par importation des produits finis. Maintenant, il y a un décret, c'est le décret 98-338 qui encadre toutes ces activités-là. Maintenant, il y a des conditions d'exercice. Parce qu'aujourd'hui, toute personne ne peut pas se réveiller un bon jour et dire que moi, je vais exercer une activité de transport ou bien une activité de stockage. Parce qu'il m'est arrivé, par exemple, quelqu'un me dit, moi, j'ai un agrément de transporteur. Je lui dis, ça ne suffit pas. Il faut avoir un agrément de transporteur d'hydrocarbures. Maintenant, ces activités-là sont encadrées par non seulement la loi 98-31, mais par le décret 98-338 qui fixe les conditions d'exercice. Il te dit, par exemple, pour exercer l'activité de transport, il faut être financièrement si, c'est-à-dire les capacités financières. Il faut être techniquement bon, les capacités techniques. Il faut avoir une société bien constituée. Il faut faire un business plan, etc. Il faut s'engager à importer 20 000 mètres cubes. Donc, ce sont ces éléments-là. Maintenant, je les fais par activité. Je les fais pour le raffinage. Je les fais pour le transport.
je l'ai fait pour la distribution et je l'ai fait pour le stockage dans chacune de ces activités. J'ai parlé comment dirais-je, de ces conditions d'exercice-là. Mais on ne se limite pas aux conditions d'exercice. Il y a également, parce que nous sommes dans une activité très sensible, maintenant il faut les normes sécuritaires environnementales. Et les lois aujourd'hui, la loi 90-31, également, et les décrets d'application parlent de tout ça. Mais également, l'aval, c'est les prix. Quand on dit prix, on dit régulation. Donc nous avons un secteur qui est régulé, qui n'est pas, enfin je dirais pas été, mais qui est régulé. Bien que, pourquoi j'avais dit était régulé? Parce que simplement, la structure qui était chargée de réguler le secteur n'avait pas certains pouvoirs, n'avait pas des attributions de régulateur. Parce que la loi nous dit que le régulateur, c'est le ministre de l'énergie. Un ministre ne peut pas réguler. Un ministre, c'est un administratif. Il ne peut pas réguler. Pour réguler, il faut avoir une autorité administrative indépendante. Donc, j'avais constaté que la structure qui était là et la structure qui est là n'avait pas les prérogatives, bien que, dans les faits, elle fait de la régulation. Parce que dans les faits, le Comité national des hydrocarbures, là où j'étais d'ailleurs, donc dans les faits, elle fait la régulation, mais en droit, elle n'a pas le droit de faire la régulation, parce qu'elle n'a pas les pouvoirs, ni les attributions juridiques. Donc, c'est ce qui m'a inspiré. J'ai dit, alors, on libéralise un secteur de façon générale. On donne des pouvoirs à l'électricité en lui créant une structure de régulation, la commission de régulation du secteur de l'électricité, la CRSE. Au niveau du ministère de l'énergie, on crée le comité national des hydrocarbures. Article 4 de la loi 92-31, on dit qu'il est créé le comité national qui a pour mission de donner des avis et de formuler des recommandations. Point. De donner des avis, de formuler des recommandations au ministre en charge des hydrocarbures. Alors, j'ai dit, mais il y a un problème. On ne peut pas avoir un secteur comme ça et dire qu'on va se limiter seulement à un organe consultatif. Il ne faut pas se limiter à un organe consultatif. Donc moi, dans cet ouvrage, je prônais qu'on mette en place une structure de régulation indépendante qui organise le secteur. Parce que non seulement, parce que pourquoi? Parce que le secteur, quand on démarrait en 1998, on quittait le monopole. Parce que je ne peux pas revenir sur tout ça, parce que ça c'est l'historique, c'est trop long. Quand on parlait de monopole, il y avait que les majors. D'ailleurs, avant 1998, toute personne physique ou morale qui voulait acheter à la SAR, il faut passer par un major. Seuls les actionnaires de la SAR pouvaient acheter à la SAR. Donc c'est seulement la loi de 1998 qui a mis fin à cela. Donc la loi 1998 a été mise en place, mais il y a un avantage, c'est le marché libéralisé. Mais il y a un inconvénient. L'inconvénient, c'est quoi? C'est la prolifération des acteurs du secteur. Parce qu'on commence à avoir beaucoup d'importateurs. Et pour le stockage, parce que tout le monde ne peut pas importer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de capacité, on commence à avoir beaucoup de distributeurs et beaucoup de stations-service. Aujourd'hui, à Dakar, tu peux aller à côté d'une maison, tu vois une station. Dans n'importe où, tu vois des stations. Donc, tu vois des stations côte à côte. N'est-ce pas? Parce qu'au Sénégal, jusqu'en 2019, il n'y avait pas de distance réglementaire en réalité. C'est seulement en 2019 qu'un décret a été pris, 2020 d'ailleurs, qu'un décret a été pris qui fixe maintenant les distances réglementaires entre les stations. Qui dit maintenant que pour construire une station, il faut être à 1 km si c'est de la même marque, à 500 mètres si marque différente. Donc même rayon. Donc, j'ai dit cette prolifération qui existe. Je l'ai dit dans mon ouvrage, il faut impérativement avoir une autorité de régulation. Heureusement, je pense qu'on m'a entendu. Peut-être que, parce que, pourquoi je l'avais dit, en 2006, déjà, les gens parlaient de cette régulation. Ça n'a pas été fait. En 2009, ils ont proposé une autorité de régulation de l'aval des ORA. Ça n'a jamais été fait. En 2013, les gens également sont revenus sur ça lors du Conseil des ministres de Diourbel. En communiqué Conseil des ministres de Diourbel, on parle de cette régulation-là. Donc ça n'a pas été fait. Donc c'est seulement en 2021, finalement, qu'est mis en place une autorité indépendante de régulation du secteur de l'énergie de façon globale. C'est-à-dire que regroupe aujourd'hui le Comité national des hydrocarbures et la Commission de régulation du secteur de l'électricité. Donc cette commission de régulation sera maintenant chargée de réguler
aussi bien le secteur de l'électricité, le secteur aval pétrolier, mais également le secteur aval gazier, le secteur intermédiaire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, moi, je peux être très fier parce que dans mon ouvrage, dans la conclusion, j'ai demandé, j'ai invité la mise en place d'une autorité de régulation. Parce que seule une autorité de régulation pourrait maintenant gérer le secteur parce qu'on commence à avoir beaucoup d'acteurs. Parce qu'on part de 4 acteurs jusqu'à des centaines d'acteurs. On part de quelques stations qui n'existaient presque pas dans le monde rural et maintenant on est à plus de 900 stations au Sénégal. Donc il nous faut impérativement quelqu'un qui va réguler, qui va organiser les importations, parce que les importations c'est important, qui va organiser le stockage, parce que la loi de 98 disait que l'accès est libre au dépôt, mais tel n'est pas le cas, c'est entre guillemets. Ce n'est pas tout le monde qui peut accéder au dépôt, en réalité. Donc, transporteur également, aujourd'hui, moi je dis, c'est le secteur où on doit insister même pour la régulation. Parce qu'aujourd'hui, il est inadmissible, c'est inconcevable que quelqu'un soit distributeur et crée parallèlement une société de transport. Parce que là, il va concurrencer les transporteurs qui n'ont pas de station-service. Mais également, il peut y avoir des possibilités de fraude dans la péréquation de transport. Parce que moi, je suis distributeur. À côté, j'ai créé une société de transport. Mais il y a des possibilités de fraude, parce que je suis propriétaire des deux. Donc, aujourd'hui, ce secteur de transport des hydrocarbures doit être bien régulé. Si aujourd'hui le régulateur ne l'organise pas, mais il y aura toujours, le caisse de transport, de péréquation de transport restera toujours déficitaire. Parce que les gens peuvent créer des astuces. Voilà, on ne peut pas parler de ça parce que moi j'ai vécu ça, je connais comment ça se passe, mais je suis assermenté, donc je n'ai pas le droit de revenir sur des choses sur lesquelles je travaille. Mais quand même, aujourd'hui, je pense que le secteur du transport, c'est un secteur qu'il faut réguler, n'est-ce pas? Donc, mais également l'importation, comme je l'ai dit, ça doit être régulé, et également la distribution. Parce que la distribution également, le décret de 98-338, c'est trop facile d'avoir une licence de distribution. Bien que le Comité national des hydrocarbures fait tout pour interpréter le texte pour un peu alourdir. C'est pourquoi c'est facile. Aujourd'hui, on est presque à plus de 70 titulaires de licence de distribution. Et c'est beaucoup. Est-ce que toutes ces personnes-là peuvent respecter la loi qui dit que, actuellement, que la loi est claire, le décret est très clair, il dit pour avoir une licence de distribution, il faut s'engager à réaliser 5 points de vente dans un délai de 5 ans. Imaginez. Les 70, chacun réalise 5 points de vente. Mais le problème de foncier va se poser. Où est-ce qu'ils vont trouver le foncier? À moins qu'il y ait de nouvelles routes. N'est-ce pas? Donc, c'est autant de choses que moi j'ai rédigé dans cet ouvrage. J'ai parlé de la structure des prix, comment ça se passe au Sénégal. Parce qu'au Sénégal, nous avons les prix qui sont des hydrocarbures qui sont fixés tous les 28 jours. Donc, c'est calculé tous les 28 jours. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'au Sénégal, beaucoup ne le savent pas, que les prix, les hydrocarbures sont des prix plafonds. On peut les vendre en deçà. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est pourquoi je dis moi dans mon livre, que la concurrence en réalité n'existe pas. Et pourtant, la réforme de 1998, sa vocation principale, c'était de créer une concurrence entre les acteurs. Et la concurrence mais la concurrence c'est sur les prix. S'il n'y a pas de concurrence sur les prix, il n'y a pas de concurrence. Mais les distributeurs, ils te diront toujours que mes marges sont faibles. Donc, je ne peux pas baisser le prix qui est fixé par la structure des prix. Donc, je vends toujours gasoil. Étant donné que l'État a fixé à 655, je le vends à 655. Super, c'est 775, je le vends à 775. Et je me limite à là. Alors qu'il peut vendre à 770 super et 650 le gasoil. Parce que c'est des prix plafonds. Donc, plafonné. Donc, on peut vendre en deçà. Que ce soit pour le gasoil, que ce soit pour le gaz butane. Mais également le gaz butane aussi, ce qu'il faut comprendre, et beaucoup ne comprennent pas, c'est un prix, c'est plafond. Mais au-delà de plafond, est-ce que vous savez que dans les gaz butane, l'État n'applique pas de TVA? Il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de droit de douane. C'est-à-dire, il y a droit de porte, le droit de douane, c'est 1%. C'est rien du tout. Donc, c'est tellement ces choses-là que nous avons ramassées et que nous avons mis dans cet ouvrage. On a parlé de l'historique, de la SAR, donc de la convention d'établissement de Mamadou Dia et Senghor, jusqu'à aujourd'hui où nous avons vraiment d'autres acteurs du secteur et puis le secteur est en train de se développer.
Et avec l'arrivée du pétrole et du gaz, donc je pense que le secteur aval va se développer davantage. Donc c'est ramassé comme ça, de façon pêle-mêle là. D'accord. Donc, d'accord. Donc nous invitons tout le monde à aller voir, pardon, à aller prendre ce livre-là. Parce que bon, tout ce que vous venez de dire là, si je ne savais pas que c'était dans ce bouquin, moi de toute façon je vais lire le livre pour essayer de comprendre un peu tout ce qui se passe, tout en invitant les autres à aller. Aujourd'hui, par exemple, ceux qui veulent avoir le livre, comment ils peuvent faire? Bon, le livre actuellement, il est disponible qu'avec moi, hein, malheureusement, parce que j'avais donné ça à une librairie, mais bon, je pense que c'est fini là-bas. Mais il y a quand même, ça se vend sur le net, donc je ne veux pas faire de la publicité. Non, c'est bon, allez-y. Mais sur Amazon, ils vendent ça. Sur Amazon, c'est vendu parce qu'il y a, comment on appelle ça encore, les maisons d'édition européennes là, qui ont repris l'ouvrage et qui ont mis ça en ligne par Amazon. Et j'en plein d'autres, hein. Il n'y a pas qu'Amazon, mais il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit qu'ils l'ont acheté sur Amazon. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Donc on va passer sans plus tarder sur le nerf de la guerre au Sénégal. On parle beaucoup de contrats. Que pensez-vous des contrats au Sénégal? Est-ce qu'ils ont été bien négociés? Parce ça a fait beaucoup de polémiques. Il faut qu'on renégocie les contrats, il faut. Quel est votre avis en tant que spécialiste du droit dans les contrats pétroliers et gaziers au Sénégal? Alors, moi, on m'a dit que le contrat, c'est un accord de volonté générateur de droits et d'obligations. Donc, ça veut dire aujourd'hui, si on signe un contrat au Sénégal, c'est parce que le Sénégal a accepté, l'opérateur a accepté. Et je pense que si le Sénégal accepte un contrat, c'est parce que peut-être que le contrat, il est bon. Donc, on ne peut pas empêcher aux gens d'épiloguer. Ça, c'est pas possible. Les gens vont parler. Et ils vont continuer à parler. Parce que le contrat moderne, non. C'est-à-dire que le contrat est comme ça. Parce que tu ne verras jamais un contrat où tu n'as pas participé qui peut quand même convaincre tout le monde. Ce n'est pas possible. Dans tout contrat, il peut y avoir des choses qui ne convainquent pas les autres. Maintenant, nous sommes dans un secteur très sensible. C'est le secteur des hydrocarbures, où les gens doivent maîtriser pour pouvoir négocier. Et à mon avis, tous les contrats sénégalais sont négociés conformément au code pétrolier. Maintenant, si le code n'est pas favorable, ce n'est pas le faute de l'opérateur, ce n'est pas le faute de la compagnie. Et là, c'est l'État qui a mis en place un processus, qui a mis en place un texte qui dit que ma politique c'est quoi? C'est d'encourager les gens à venir faire de la recherche pétrolière chez moi. Mais si je mets, les gens ne voulaient plus venir parce que les gens oublient, mais il y avait un code de 86 qui était un peu plus rigoureux, où il y avait tellement de choses qui empêchaient les gens de venir. Mais il fallait pousser les gens à venir. Pourquoi? Comment faire? Mais il fallait réformer. En 98, ils ont réformé, ils ont mis un code souple, où maintenant, pour attirer les investisseurs. Et les investisseurs ont commencé à venir. Et si aujourd'hui, je me dis que s'il y a du bruit, c'est parce qu'il y a découverte. S'il n'y avait pas de découverte, les gens n'allaient même pas s'intéresser au contrat. Vous savez, les Sénégalais en général, ils ne s'intéressent pas à ce qu'ils ne savent pas. Ils ne s'intéressent qu'à ce qu'ils commencent à entendre. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, on a cette paresse-là. On n'écoute que les gens qui parlent à la radio ou à la télé. On ne va jamais à la source. Beaucoup de gens qui parlent des contrats ne les lisent même pas. Parce que souvent c'est long, c'est fastidieux, les écritures sont très petites. Souvent les gens ont la paresse de lire ces contrats. Mais nous, on n'a pas cette paresse-là. Nous, on prend notre temps, on lit de la première ligne jusqu'à la dernière ligne. Mais je considère, à mon avis, c'est mon avis, je considère que les contrats que moi j'ai lus, je n'ai pas assisté à leur négociation, je n'étais pas encore là. Je n'ai jamais assisté à une négociation de contrat pétrolier. Donc, mais les contrats que j'ai lus sont conformes à notre code pétrolier de 98. Maintenant, avec le nouveau code, ça change. Parce que c'était des procédures, premier arrivé, premier servi. Mais maintenant, ça change complètement. Maintenant, c'est les appels d'offres. Maintenant, on dit qu'on a un bloc, on passe par appel d'offres. On a dit dans le code, par appel d'offres, par consultation directe. Mais cette consultation, peut-être, elle n'aura lieu que quand sur un bloc, l'appel d'offres a été infructueux. Si l'appel d'offres n'est pas fructueux, a été infructueux, il n'y a pas de mieux disant, parce qu'il faut prendre le mieux disant, on ne parle pas de moins disant. C'est pourquoi beaucoup de gens se sont trompés sur certains contrats en disant que tel a proposé, a fait telle offre, mais ils parlent de prix.
Alors que dans un appel d'offres, on fait prix et technique. C'est la partie technique, la partie financière qu'on additionne. Si les deux, même si tu as un prix faible, c'est comme un véhicule, hein, tu vas acheter un véhicule, quelqu'un te dit, moi je vends mon véhicule à 20 millions, l'autre te dit 25. Mais celui de 25 là, c'est lui qui répond aux spécifications techniques. C'est lui qui va passer. Le 20 ne passe pas, parce qu'il ne répond pas aux spécifications. Donc c'est la même chose dans le secteur. Donc c'est la même chose qui va arriver dans les appels d'offres. Donc je pense qu'aujourd'hui, mais également il y a eu des nouveautés avec le code. Parce qu'aujourd'hui au Sénégal, ils ont mis en place une commission de négociation des contrats qui est logée au ministère du pétrole et des énergies. Donc cette commission-là doit négocier les contrats. Et on a Cospetrogaz qui aide un peu le président de la République à négocier les contrats, à définir la politique des hydrocarbures de façon globale. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons des contrats, nous avons signé nos contrats, nous avons le pétrole qui arrive, donc nous devons prier pour que tout se passe bien, que quand on parle de malédiction, que ça n'arrive pas. Parce que la malédiction au pétrole, ce n'est pas seulement la guerre, ce n'est pas seulement etc., etc. Mais la malédiction du pétrole, c'est sur même l'économie, c'est plus dangereux même sur l'économie. Parce que la malédiction du pétrole dont on parle en Hollande, la maladie hollandaise, c'était sur l'économie. Parce que les Hollandais, quand ils ont découvert du pétrole, ils ont laissé abandonner l'agriculture, ils ont abandonné la pêche, etc., etc. Parce que ces activités-là sont complètement mortes. Donc ils se sont concentrés sur le pétrole. Et du coup, quand le pétrole est fini, donc l'économie est tombée complètement. Mais de cette malédiction, la Hollande s'est relevée. Aujourd'hui, les plus grands bateaux du monde en hydrocarbures, les plus grands dépôts se trouvent à Amsterdam. C'est un grand marché pétrolier. Donc, c'est une malédiction qui est devenue une bénédiction. Voilà. D'accord, bon, ça, on a compris. Donc, on va passer un peu à la question du contenu local. Quelle est votre vision là-dessus, votre avis? Comment vous voyez un peu le contenu local au Sénégal? Bon, je pense que au Sénégal, on a depuis 2020, je pense depuis février, on a une nouvelle loi sur le contenu local. Donc cette loi, elle a défini les bases. Donc maintenant, il nous appartient de mettre en place les moyens qu'il faut. Je pense que déjà avec le secrétariat de suivi du contenu local dirigé par mon grand frère Mouhar Ndiaye Mbaye, donc je pense que lui, il est en train de faire un excellent travail. D'ailleurs, je pense qu'il faut lui poser cette question. Donc lui, il va répondre davantage. Mais je suis sûr et certain que c'est le contenu local qui va créer de l'emploi au Sénégal. Parce que le pétrole en tant que tel, il n'y a pas assez d'emplois. En tout cas, l'amont. Peut-être là-bas, il y a plein de choses. Mais dans l'amont en tant que tel, il n'y a pas beaucoup d'emplois. Maintenant, c'est le contenu local qui va créer ces emplois-là. Maintenant, les gens, il faut qu'ils comprennent également qu'au contenu local, il faut avoir quand même les compétences techniques et financières. Parce qu'aujourd'hui, si tu compétis et que tu n'as pas les compétences techniques, tu n'as pas les compétences financières, tu ne peux pas s'en sortir. Bien que la loi te dise qu'on favorise les entreprises nationales et on favorise la main-d'œuvre locale. Bien que moi, en tant que juriste, j'ai quelques problèmes avec l'entreprise nationale. Parce que quand on dit entreprise nationale et je suis dans l'OADA, j'ai un problème. Parce que toute société créée dans l'espace OADA est considérée comme une entreprise nationale. Mais l'État du Sénégal a tout fait pour trouver la meilleure formulation permettant aujourd'hui aux Sénégalais, c'est-à-dire les sociétés qui ont des capitaux sénégalais, donc de plus de 50%, donc on favorise ces sociétés-là. Donc on va favoriser les entreprises sénégalaises, donc créer emploi et richesse. On va favoriser les main-d'œuvre locales parce qu'à compétence égale, on prend les Sénégalais, mais il faut que les Sénégalais quand même se forment davantage, qu'on ait des soudeurs, parce qu'aujourd'hui il y a des sea lines, il y a les pipelines, mais il nous faut des spécialistes dans ça, parce que cette activité-là est trop stratégique, trop technique, c'est pas n'importe qui peut y aller. On ne peut pas ramasser un soudeur dans la rue et l'amener, non. Donc, on doit se former. Il faut qu'on se forme. Il faut que nos entreprises s'organisent. Et la meilleure façon de réussir le contenu local, c'est une unité des sociétés sénégalaises. Par exemple, ce que j'ai vu récemment, il y a des Sénégalais qui sont réunis pour mettre en place une centrale électrique. Donc déjà, ça c'est un excellent modèle de contenu local. Parce que c'est des Sénégalais qui ont créé une société sénégalaise, qui sont allés chercher les financements et qui vont créer une IPP de 300 mégas. Donc ça dirigé par le ministre Samuel Sarr. Donc je pense que ça c'est un exemple patent
de contenu local. Donc je pense que c'est ce que les Sénégalais doivent faire. Et récemment, j'ai vu au port, avec le DG du port, je pense, il n'y a pas longtemps, avec les CNP et autres, donc signer des conventions avec beaucoup de sociétés sénégalaises. Donc je pense qu'ils se réunissent, s'ils se unissent, ils peuvent réussir. Mais s'ils vont séparément, ça ne passera pas. Ça c'est clair. D'accord, donc c'est comme vous les juristes, hein. Il y a plusieurs cabinets, comme le disait le président lors de l'atelier sur le contenu local à Diamniadio. Il parlait de quand il part en voyage, vous voyez plusieurs cabinets qui se regroupent en un. Donc juste pour montrer que, pour renforcer ce que vous dites, il faut que le secteur privé national puisse faire ce qu'on appelle des joint ventures pour pouvoir aller prendre des marchés. C'est important. Donc, sans plus tarder, on va parler un peu de la formation. On va juste brosser, juste que pour aider un peu la jeunesse à savoir où mettre les pieds du moins. Donc, qu'est-ce que vous conseillez aux futurs juristes, aux futurs spécialistes de droit qui veulent entrer dans ce secteur-là pour terminer? Bon, tout d'abord, avant d'entrer dans ça, de donner des conseils, j'ai quelques inquiétudes. Les inquiétudes, c'est quoi? Chaque jour, quelqu'un m'appelle pour me dire « tu viens donner des cours ». Donc, ça veut dire aujourd'hui, au Sénégal, beaucoup de gens sont en train de créer des écoles de formation sur le secteur du pétrole. Et malheureusement, les gens qui y vont, les étudiants qui y vont, ils n'auront pas la qualification, ils risquent de ne même pas avoir d'emploi. Ah oui, parce que moi, je crains ça. Hein. Mais c'est grave ce que vous êtes en train de dire. Ah oui, moi, je crains ça. Ça veut dire que les écoles qui sont là n'ont pas certaines Non, mais aujourd'hui, tu vois des écoles qui créent des masters en pétrole. Mais ces écoles, est-ce que ces écoles ont les agréments qu'il faut? Est-ce que le diplôme est reconnu? C'est la première chose que les étudiants doivent régler d'abord. Quand tu entres dans une école privée, la première chose à regarder, c'est que est-ce que son diplôme est reconnu? Il faut se rapprocher d'Anaxup. C'est plus prudent. Parce que sinon, aujourd'hui, tu vas faire la formation, tu vas finir, tu vas présenter ça dans une entreprise, mais les gens vont te dire, mais attends, je ne connais pas cette école. Et aujourd'hui, c'est à pilule. Moi, je pense que l'État doit réguler cette partie de la formation dans le secteur des hydrocarbures. Parce que, non seulement, moi j'ai eu à faire un cours à l'université de Dakar, donc il y avait une école de formation logée à la faculté de sciences économiques et de gestion, mais tu sens nettement que le niveau, c'est pas le bon. Tu as même envie de ne pas poursuivre. Mais quand tu t'engages, tu dois aller jusqu'au bout. Mais tu sens nettement qu'il y a beaucoup à faire. Est-ce que réellement ils prennent les gens qu'il faut pour former? Est-ce qu'ils donnent les bons diplômes? Est-ce que ce n'est pas des gens qui cherchent le profit, qui profitent de cette activité parce qu'il y a le pétrole qui arrive, et pousser tous les jeunes à aller faire cette formation, et en fin de compte, les gens terminent cette formation-là, ils ne sont même pas aptes à travailler. Donc ça pose problème. Je pense qu'on doit régler ça. Alors, et autre chose, moi je dis que à ces jeunes-là, ce n'est pas seulement en allant dans ces écoles qui te proposent des formations en hydrocarbures où tu peux te former. Tu peux aller à la faculté de sciences économiques et gestion, tu peux aller à la faculté de droit, à la faculté de sciences et techniques. Tu sors faculté de sciences techniques, tu peux sortir ingénieur, n'est-ce pas? Et tu peux intégrer les écoles, tu peux intégrer les sociétés pétrolières, hein, les sociétés pétrolières aujourd'hui. Mais les gens qu'ils prenaient, ce n'étaient pas des gens qui sont sortis dans les écoles de formation pétrolière, hein, c'est des gens qui sont sortis dans les écoles classiques et qui les ont pris. Et les gens ont commencé par des stages, et puis ils ont commencé à apprendre, etc., etc. Moi, je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans les facultés et qui font des stages un peu dans les entreprises pétrolières. Et au fur et à mesure, ils commencent à comprendre. Ils commencent à comprendre. Parce que moi, il est arrivé, quand j'étais de l'autre côté, que je mette en rapport, il y avait des jeunes qui venaient me voir, qui voulaient écrire des mémoires sur une société de Laval. Bon, j'appelle les responsables, et souvent, les jeunes, ils viennent. Il est arrivé que certains d'entre eux aient un contrat après. D'après, ce sont ces jeunes-là qui t'appellent, ils disent, finalement, ils m'ont fait un CDD, donc je suis là-bas et je commence à comprendre. Donc, la formation, il ne faut pas vraiment, je conseille à ces gens-là de faire, être très prudent avec certaines écoles de formation. Peut-être qu'il y a des bonnes écoles,
Mais comme par exemple, aujourd'hui, si quelqu'un pouvait aller à l'INPG, faire le concours l'INPG, je pense que c'est... Mais l'INPG ne peut pas capter toute cette... Oui, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas quand même, comment dirais-je, que tout le monde ne peut pas travailler dans le secteur des hydrocarbures. Si aujourd'hui l'INPG s'ouvrait demain et disait que je prends 500 ou 300, mais imagine les bousculades là-bas, tout le monde va vouloir aller là parce que tout le monde a entendu le pétrole. Tout le monde veut travailler dans le pétrole. Donc, mais il faut vraiment... En tout cas, il y a beaucoup de choses à... Mais est-ce que l'INPG ne devrait pas trouver une stratégie de sélectionner quelques écoles à qui il va donner de la certification ou l'aptitude pour pouvoir former à travers une stratégie qui va... Parce que c'est un secteur nouveau. Nous sommes un pays nouveau. On a besoin de capital humain. Et il faut qu'on les forme, comme vous dites. Et moi, je suis d'avis qu'il y a plusieurs écoles qui sont là et qui ne donnent pas les bons diplômes. Ça, je suis parfaitement d'accord. Mais de l'autre côté, on a un problème pour aller se former. Soit tu es obligé d'aller à l'extérieur, tout le monde n'a pas les moyens. À l'université, on a l'Institut supérieur de sciences où est sorti, par exemple, IST, où est sorti le président Macky Sall, le ministre Sophie Gladima. Donc ça, c'est des comment dirais-je, c'est des écoles qui forment à ça. Mais de l'autre côté, les privés, l'État devrait... Est-ce que l'État ne devrait pas trouver une stratégie pour donner la possibilité à ces écoles privées-là de pouvoir... c'est exactement ce que j'ai... C'est pourquoi j'ai commencé par ça. J'ai dit tout à l'heure que l'État doit réguler cela. Maintenant, il doit organiser. Quand je dis réguler, il doit organiser ce secteur-là de formation. C'est-à-dire pour regarder, avoir même un droit de regard sur le contenu de la formation. Est-ce que c'est la bonne formation? Parce qu'aujourd'hui, quand tu viens dans un master, on te dit, je fais un master management pétrole et gaz. On t'enseigne tout. On t'enseigne du droit. On t'enseigne du raffinage. On t'enseigne du forage. Mais finalement, le jeune, il se perd. Finalement, il ne sait pas, il va se spécialiser en amont ou bien il va se spécialiser en aval. Donc, c'est pourquoi il faut saluer d'ailleurs, que je ne veux pas oublier, l'ONFP. Parce que l'ONFP, par exemple, ils ont formé des milliers de jeunes dans l'aval. Ils ont même formé des milliers de jeunes sur même la gestion d'une station-service. Donc, moi, je pense que ce sont ces genres de formations-là, professionnelles, qu'il faut faire. C'est-à-dire, moi, j'ai mon master à la faculté, je me rapproche des instituts. C'est-à-dire, c'est pourquoi je pense que l'INPG peut aller vers cela. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des étudiants diplômés, mais créer des formations à courte durée. C'est-à-dire des formations pratiques. Aujourd'hui, je te forme sur les stations-service. Gestion, je te forme sur l'importation, le trading. Donc, ce sont des éléments sur lesquels je pense que l'INPG peut-être devrait réfléchir. Je pense peut-être qu'ils sont en train de réfléchir sur ça, mais ils doivent mettre ça en œuvre pour permettre à ce jeune-là d'avoir les bonnes formations, mais et ne pas aller dans vraiment certaines écoles. Moi, honnêtement, quand je regarde ça souvent, j'ai la chair de poule, quoi. Ça me fait peur. Je dis que ces gens-là, peut-être, ils sont en train de perdre leur argent et leur temps. Et finalement, ils peuvent ne même jamais avoir un emploi dans le secteur des hydrocarbures. Et ce n'est pas vraiment ce qu'il faut pour ces jeunes-là. Ils méritent plus que ça. Donc, votre dernier mot? Te remercier et puis t'encourager. Parce que toi, tu aimes le secteur. Tu te bats pour le secteur et tu fais tout pour rendre davantage visible ce secteur. Parce que je vois ce que tu fais avec Or Noir, etc., etc. Donc, en tout cas, je t'encourage et je prie pour toi. Donc, malheureusement, on n'a pas parlé de Petrosen. Donc, on pouvait parler de Petrosen Trading and Services. Donc, c'est là, par là, je vais terminer. Donc, nous avons notre société aujourd'hui, Petrosen Trading, qui vient de la société mère Petrosen, après sa restructuration. Donc, nous avons la société dirigée par Manar Sial, donc qui est en train de faire un excellent travail, trading. Donc, également, on va faire des services, on va faire des stations-service un peu partout au Sénégal. Donc, c'est pour un peu se préparer pour l'arrivée du pétrole, pour permettre aujourd'hui à tous les Sénégalais d'accéder au pétrole via Petrosen. Parce qu'aujourd'hui, si tu vas dans certains pays, les sociétés nationales sont presque les majors. Par exemple, je donne l'exemple de Malaisie. Malaisie, c'est un exemple. Aujourd'hui, Petrosen peut être même un centre de formation.
comme Malaisie par exemple. Malaisie, ils ont un centre de formation qui forme beaucoup d'étrangers qui viennent d'un peu partout. Donc je pense que Petrosen également, avec Petrosen Academy qu'ils ont mis en place avec Bachir Dramé, donc je pense qu'on arrivera au moment où Petrosen pourra former beaucoup de cadres sénégalais, mais également de cadres africains. Parce que il ne faudrait pas, ce qui nous est arrivé un peu avec les raffineries, par exemple, on me disait souvent que c'est la SAR qui formait les Ivoiriens, mais maintenant ce sont les Ivoiriens qui forment les Sénégalais. Donc je pense que ça ne devrait pas nous arriver dans le secteur aval. Amont, si nous, on devrait former beaucoup de gens, parce que Petrosen quand même, c'est pas n'importe quoi, c'est une grande boîte qui a formé beaucoup de cadres, beaucoup de Sénégalais. Donc je pense que tout le monde, toute la jeunesse devrait profiter de l'expérience de ces gens-là, donc pour quand même gérer notre secteur des hydrocarbures, donc et prier également que ce pétrole-là arrive dans la paix et que les Sénégalais puissent bénéficier de cela, que ça renforce l'agriculture, ça renforce l'élevage, que ça renforce la pêche, les infrastructures, la santé, etc., etc. Donc toutes les activités économiques, parce que c'est ça l'intérêt même d'avoir le pétrole. Le pétrole, c'est exactement, c'est pas l'argent qu'on va se partager comme ça, qu'on va donner à tout le monde, on va dire à ma partie, toi tu as 10 000, tu as 100 000 par mois. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est de l'investir dans les autres secteurs d'activité. C'est ce qui va développer le pays. Et je pense que les autorités sont en train de travailler dans ça. Donc, prions pour eux, appuyons-les, et puis je pense qu'on y arrivera. Merci. Merci beaucoup, c'est moi. À la prochaine. Inch'Allah, merci beaucoup.